Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vous le voyez dans le titre au-dessus de moi, on va parler de créativité, d'esprit créatif. On va voir si l'intelligence artificielle est un partenaire ou un ennemi finalement de la créativité. Tout cela, on va y répondre aujourd'hui avec une pléiade d'experts. Ici en plateau, Jessica et Vanessa. Et puis j'invite Margarida à venir se connecter en attendant que Margarita nous rejoignent, je vais, voilà, bonsoir Margarida qui vient de nous rejoindre. Donc, honneur à la personne la plus éloignée de nous, Tout à fait. finalement. On va te présenter Mhm. Margarida, donc, tu es professeur à l'université Côte d'Azur, tu es aussi chercheur à l'Institut de recherche en intelligence artificielle. Et donc, on est vraiment ravis de t'accueillir parce que je pense que beaucoup de monde est là pour t'entendre aujourd'hui. Merci de nous faire l'honneur d'être là et de nous apporter ton point de vue ce soir. Ensuite, nous avons un visage très connu dans les villas, enfin, Faut pas exagérer. deux visages très connus, Jessica Dejas et Vanessa Cacciatore, je le dis bien, je dois le dire à l'italienne, comme Oui. ça, avec les mains, comme ça. Jessica, donc tu es chargée de projet numérique, mais aussi formatrice ici à l'EduLab. Et Vanessa, tu es enseignante et également formatrice à l'EduLab. Donc c'est vraiment un point commun que nous avons ici en plateau. Et donc, je pense qu'on va recommencer avec une petite définition théorique, histoire de mettre tout le monde d'accord, parce qu'on parle de créativité, de potentiel créatif. Finalement, si je vous dis créativité, ce mot créativité, qu'est-ce que ça évoque spontanément pour vous? Peut-être inviter Margarida à répondre à cette question, à nous donner son éclairage sur cette définition. Oui, donc tout d'abord, et puis qu'on est dans l'ère post-ChatGPT, je dirais que c'est un des traits humains, un des traits humains qui ont fait que notre civilisation avance en créant des outils, des techniques et des langages qui nous permettent donc d'élaborer culturellement et technologiquement des éléments. Et un contrepoint, ce n'est pas n'importe quoi. La créativité est un processus exigeant pour arriver à créer une solution ou une idée qui ait de la valeur pour un contexte spécifique. Ok, merci beaucoup, Margarida. Vanessa, Jessica, qui veut s'y coller pour sa Je définition. me lance. Vous allez toutes les deux y passer, hein, de toute Voilà. façon. Moi, je vois dans le processus créatif tout ce qui est collaboratif, tant avec les enseignants qu'avec les élèves. Donc, quand on veut vraiment amener les élèves dans ce processus et créer un projet, il y a toute une équipe qui collabore, fait preuve d'esprit critique et on se lance avec les élèves. Et donc, ils ont vraiment tout ce qui est essai-erreur pour y arriver. Donc, c'est vraiment autre chose que de faire des exercices, voilà, comme on a l'habitude en classe de le faire. Jessica, à ton tour. Voilà, dans l'idée, chez moi, c'est plutôt, de se dire qu'on part d'une problématique, d'un besoin, de quelque chose qu'on se dit qui manque, ou autre, que ce soit nous, que ce soit les élèves. Ils nous amènent une problématique ou nous, on amène une problématique et ils vont essayer de développer, une idée, un prototype, un essai pour, résoudre cette dernière, et c'est ça pour moi la créativité, c'est de développer des idées innovantes, du contenu innovant par rapport à un contexte bien particulier, à un problème particulier qu'on voudrait résoudre. Merci pour ces trois approches différentes et complémentaires à la fois. Et on va faire un petit point théorique. Maintenant, je vais laisser la parole à Margarida pour peut-être un peu nous rappeler tout ce cheminement, cette intelligence artificielle qui est venue se greffer finalement dans un processus créatif qui est vieux comme le monde. Hein. Finalement, l'humain a toujours créé de toutes parts, que ce soit On a inventé la roue. on a inventé la roue, les hommes des cavernes Ouais. finalement ont créé des peintures dans les cavernes. Donc c'est un processus qui est vieux comme le monde. Comment est-ce que cette intelligence artificielle qui est quand même beaucoup plus récente est venue se greffer à tout cela, Margarida? Oui, donc effectivement, les humains, nous sommes dotés de ces compétences et c'est grâce à cela que, voilà, depuis la préhistoire, même avec des moyens limités, on était en train d'imaginer comment une pierre pouvait devenir toutes sortes d'outils avec des moyens limités. Donc, on a inventé des éléments qui nous ont permis de faire toute une évolution culturelle et technologique.
Et très tôt, il y a eu la volonté de modéliser l'intelligence et de faire des automates, de faire des machines qui nous aident à trouver la vérité ou à répondre de manière automatisée, à automatiser les calculs. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui accompagne les humains depuis les débuts de la civilisation, d'abord avec des moyens très limités. Mais déjà au XIIe siècle, donc avec les travaux de certains moines, ils ont fait des machines pour computer des arguments, des vérités, pour se convaincre sur certaines doctrines de foi, mais par la suite également toutes les évolutions qui ont donné lieu ensuite à l'informatique. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Bon, aujourd'hui, en 2022, il y a eu quand même un tournant. Ça paraît hier, mais ça fait déjà 4 ans. Il y a eu un gros tsunami qui est arrivé. C'est que, voilà, il y a les IA génératives qui ont débarqué. Et là, on a été tous confrontés à la puissance de ces outils qui sont capables de générer du contenu, pas toujours impeccable, donc des contenus avec des failles et des biais, mais qui sont très faciles d'utiliser et donc qui sont venus perturber d'un certain sens dans les positifs, dans l'autre dans les négatifs. Et donc, dans cette démarche qu'on a mis en place donc, pour accompagner les usages de l'IA en éducation, on a observé aussi bien des usages qui accompagnent ces processus créatifs, et ceux qui vont être présentés par les collègues sont de très bons exemples de comment on peut soutenir la créativité, les processus aussi bien des pensées divergentes que pensées convergentes. Mais il y a également des défis importants du fait de la qualité de l'information qui peut être générée. Donc, si vous demandez à une IA de générer, par exemple, un homme préhistorique à la ville de Nice, probablement il va représenter la ville de Nice avec des aspects contemporains. Donc, il y a des anachronismes qu'on pourrait voir nous, mais que pour certains élèves, ça engage davantage une pensée critique. Il y a d'autres risques qui sont liés également à l'optimisation des algorithmes pour la gestion de l'attention. Et ça, ce n'est pas tellement à l'intérieur de l'école, mais plutôt à l'extérieur. Mais tous les algorithmes de recommandation sont extrêmement puissants. Ils sont en train de fragmenter la culture. On n'a plus une culture commune, mis à part de références très basiques, type le 6-7 qui est partout en ce moment, des choses comme ça qui sont des micro-références communes. Mis à part ça, les élèves n'ont pas des éléments communs parce qu'ils ne suivent pas les mêmes contenus, ils ne suivent pas les mêmes canaux d'information. Et donc, cela est un risque important du fait de la fracturation. Et juste par rapport au rôle donc de l'IA en éducation, je vous place ici un article qu'on a fait. Donc, justement pour montrer qu'en fonction de comment l'enseignant ou l'élève, s'il est en autonomie, il décide d'utiliser l'IA, celle-ci peut être juste une substitution. Donc, l'élève demande à l'IA de faire les travaux. Donc, soit, comme dans les exemples qui vont être montrés, c'est plus un soutien au processus. Donc, les rôles de l'IA vont dépendre beaucoup de la posture dans laquelle l'élève ou l'enseignant, dans les cas où il soit en classe, se positionne. Et ça, c'est une responsabilité énorme parce que pour nous enseignants, ça implique qu'on a besoin de réfléchir quel type d'usage ou pas, ou quel type de pas usage on veut faire en classe. Mais pour les élèves, ça veut dire qu'il faut se réguler dans la manière d'utiliser cet outil très puissant, donc qui pourrait donner une solution, mais qui pourrait aussi être utilisé pour mieux comprendre ou donner des pistes, ou mieux s'entraîner, ou générer des questions similaires. Donc, cet aspect de régulation personnelle, quand c'est un usage autonome, est vraiment un des défis qu'on doit également accompagner. Et donc, pour faciliter la tâche des enseignants, on a essayé de poser différentes catégories d'usages. Donc, tout d'abord, des usages qui sont problématiques. Et je pense que face au mouvement anti-écran qu'il y a dans beaucoup de contextes, il
faut quand même reconnaître qu'il y a des usages problématiques à la maison dans l'usage de dispositifs personnels. Donc, on nie pas cet aspect-là, mais il ne faut pas confondre ces usages problématiques avec les usages pédagogiques, avec une intention claire, avec un usage qui a une plus-value pensée par l'enseignant dans une certaine activité d'apprentissage qui se font en classe. Donc, un premier objectif aussi d'établir des catégories, c'est expliquer aux personnes qui sont inquiètes par les technologies numériques ce qui s'est fait à l'extérieur face à des algorithmes ultra sophistiqués qui prennent l'attention de nous tous. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire en classe avec des outils qui ont une intention de soutenir la création des connaissances, soit au niveau individuel, création des contenus. Donc, ça peut être, par exemple, au moment de rédiger un texte, donc permettre de faire une correction, donc avec des outils type Grammarly, Killbot ou d'autres pour améliorer et prendre conscience des erreurs qui sont faites, ou encore pour dialoguer avec un auteur. Donc, on aimerait parler avec Napoléon, lui poser des questions. Donc, on peut avoir des démarches de création de contenus qui sont intéressants déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, donc dans lesquels, et ça c'est un dispositif qu'on a mis en place, on retarde l'usage de l'IA, donc on fait d'abord réfléchir l'équipe en papier, et au bout de 15 minutes, on permet d'aller chercher des idées aussi auprès des IA génératives, donc ça permet aussi d'avoir une réflexion sur les stratégies, mais également une comparaison entre l'idée du groupe initial et celle qui a été générée avec l'IA. La co-création avec des experts externes à la classe ou encore la modification des situations d'apprentissage ou par exemple, parce qu'on a un tuteur intelligent en mathématiques, on peut faire des parcours spécifiques pour des élèves soit qui ont des besoins d'une progression adaptée par les bas ou par les hauts, tout en permettant donc de personnaliser, s'adapter davantage dans la classe. Et juste en lien à ça, un des aspects que je vous inviterai en tant qu'enseignant aussi à considérer, c'est le fait de montrer en classe des contre-exemples d'usage d'IA. Donc, par exemple, montrer à quel point, sans avoir des connaissances disciplinaires, on ne peut pas juger la qualité d'une information. Donc, il y a une idée fausse sur laquelle il faut lutter, c'est qu'il y a certains élèves, même certaines familles qui vont penser que parce qu'il y a des outils d'IA très performants, on n'aurait pas besoin d'avoir des connaissances et une tête bien remplie. Bien au contraire, c'est justement parce qu'il y a des outils de ce type-là et qu'on est confronté à des contenus générés par des IA qu'on a besoin d'avoir une tête très bien remplie, que quand on développe aussi un métier, on doit devenir expert, autant expert que possible, car c'est uniquement en ayant des connaissances approfondies qu'on peut déceler dans une image, donc des anachronismes ou des erreurs, ou dans un texte, des éléments qui peut-être sont biaisés politiquement, ou sont biaisés dans une certaine perspective qui ne montre pas d'autres points de vue, etc. On ne peut pas naviguer l'information qui est actuellement en ligne sans avoir des connaissances. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de têtes bien remplies et on ne peut pas tout déléguer ou espérer que ça soit l'IA qui nous les donne. Donc, ça, c'est un élément que je vous inviterai aussi à faire, c'est montrer à des élèves des limites de l'IA. Quand on a vu, donc ça c'est une étude donc, sur laquelle on a regardé par rapport aux différents travaux, qu'est-ce qui était fait donc, dans différents contextes scolaires. On retrouve principalement qu'il y a des usages au niveau individuel. Donc aujourd'hui, l'IA est utilisée en mode one-to-one, donc un utilisateur soit apprenant, soit enseignant avec l'IA. Mais il y a très peu d'usages collaboratifs. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui
vaut la peine également d'être exploré, comment on réfléchit ensemble avant d'utiliser l'IA, de quelle manière on soutient une pensée davantage métacognitive sur notre processus de recherche d'information, évaluation, amélioration. Donc, pour permettre également que ça ne soit pas un usage caché voilà, caché et non réfléchi, et qui permettent, quand on les fait collaborativement ou ensemble en classe, permettre de faire évident quels sont les usages qui apportent de la valeur et éventuellement quels sont les usages qui sont non éthiques. Et donc, là où mettre les curseurs, un enseignant sait très bien à quel point quelque chose est une délégation excessive. Donc, tu as demandé de générer l'ensemble des textes à une IA versus un usage dans lequel l'élève va utiliser l'IA pour avoir un avis critique sur son texte et l'améliorer. Donc, ce modélage des usages de l'IA me semble également important. Et je voyais justement en plateau Vanessa et Jessica qui acquiesçaient tout ce que tu On a disais, fait le mot de culbuton. Maria-Rita. Est-ce que vous voulez réagir peut-être sur tout ce qui vient d'être dit? Tu veux démarrer? Je vais bien démarrer. Donc oui, tout à fait. Alors, on te rejoint beaucoup dans l'esprit collaboratif, hein, c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu montrer ici, c'est qu'on n'est pas seul. Là, on a pris des exemples, on n'est pas seul face à l'IA ou l'IA face à nous, hein, on voit un petit peu comme on veut. Et tant avec ses collègues qu'avec ses élèves. Et c'est ici, donc, la créativité, nous, on va l'aborder tant du côté des enseignants que du côté des apprenants. Parce que ça nous semblait important aussi, parce que et ça peut faire peur aussi aux enseignants. Et donc voilà, le fait d'en parler, le fait de montrer un petit peu que c'est pas parce qu'on utilise l'IA que ça fait tout, hein, c'est ce que les gens pensent souvent. Non, et c'est vraiment ce processus qu'on voulait mettre en avant. Donc oui, tout à fait, c'est ça qu'on a acquiescé tout à fait à ce que tu dis. Oui, l'idée aussi qu'il faut avoir une tête bien remplie Voilà. quand on veut pouvoir critiquer un contenu pour montrer justement aux élèves. Tu parlais de mettre des contre-exemples. Moi, en général, j'aime bien quand je fais des petites activités IA avec des élèves. Entre guillemets, je fais des pièges, donc je montre justement des éléments où elles se trompent, des éléments où, si c'est des primaires, c'est pas très subtil, donc justement, l'erreur est très grosse. Si on peut aller dans les secondaires, alors à ce moment-là, on va faire des éléments un peu plus subtils pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de connaître cette matière pour pouvoir justement vérifier ce que l'IA a proposé, si cette proposition est faisable, si c'est possible, si c'est cohérent avec le contexte. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, en règle générale, que j'aime bien, autant même au niveau programmation, parce qu'à l'heure actuelle, quand on fait de la programmation avec des jeunes et qu'on veut travailler du langage par bloc, l'IA a encore beaucoup de mal avec les blocs. Donc, elle va mettre des blocs qui n'existent pas, des éléments ou des chemins qui ne sont pas corrects. Donc, ça peut être intéressant, justement, de les mettre dans l'idée. Ben, oui, on va utiliser l'IA, on essaye. Et vous savez très bien pertinemment que ce bloc-là, il va le proposer, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, voir à ce moment-là, faire des allers-retours. Comment est-ce que tu peux régler le problème? Voir avec un bloc qui pourrait être équivalent, discuter avec l'IA pour trouver une résolution à ce problème aussi, ou avec les copains qui seraient en classe ou l'enseignant. Voilà. Et Ouais, on le tout voit à fait. donc, vous l'avez dit, hein, justement, que l'enseignant, il doit un peu se réinventer aussi de manière créative, mais aussi, ça passe pour les apprenants, Vanessa. Tout à fait. Et donc j'aimais bien aussi, justement, je vais rebondir sur, ce que quelqu'un disait dans le chat, c'est que ça nécessite vraiment un esprit critique, mais donc de nouveau, autant de l'enseignant que des enfants. On pense que justement parce qu'il y a l'IA et cetera, mais plus l'IA avance et plus on doit avoir un esprit critique aussi, hein. Et donc ça C'est moins flagrant, les erreurs. c'est ça, les erreurs sont moins flagrantes, tout à fait. Avant, vous demandiez de faire une image, il y avait, 5 jambes au cheval, voilà. Maintenant, on a de plus en plus d'images déjà aussi, très, très précises et donc l'esprit critique est de plus en plus à développer avec les élèves parce qu'on se rend compte qu'ils croient, beaucoup de choses, voilà. Justement, donc cette notion d'esprit critique, plus que jamais, hein, donc on vous renvoie aussi au cycle 2 de cette COP, hein, justement, si ça vous intéresse. Jess, on va voir avec toi, justement, qu'il y a tout un tas d'étapes finalement dans le processus créatif finalement et que l'IA s'interconnecte un petit peu là-dedans. Oh, un petit peu Un petit beaucoup, peu hein, on beaucoup. peut le mettre un peu partout, peut-être pas dans la phase de test et encore quand on développe une application, on pourrait demander à l'IA de la mettre à l'épreuve. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc elle pourrait intervenir un petit peu partout. Comprendre un petit peu ce qu'on entend par le processus créatif, ça rejoint la définition de la créativité. Ce qui
là, qu'on parle d'empathie, c'est d'abord l'idée de connaître le contexte, se renseigner sur l'élément, la problématique, voir comment est-ce qu'on pourrait aider telle ou telle personne ou tel processus. On va arriver ensuite à une définition du problème. Voilà, qu'est-ce qu'on va résoudre? Arrive la phase où on doit avoir des idées. Parfois, elle met du temps, cette phase. Hein. On peut avoir besoin d'un temps de repos ou tout d'un coup, on va avoir une illumination et se dire « Ah tiens, j'ai trouvé, j'ai cette idée-là, je vais tester ». Donc, ça peut prendre un certain temps. L'IA, dans ce cas-ci, elle peut déjà intervenir dans tous les 3 petites bulles que j'ai dit avant. Quand on rencontre une problématique et qu'on veut se dire « Tiens, j'aimerais bien… définir, créer quelque chose, on peut déjà affiner son idée avec une IA pour arriver sur une définition du problème réel. On peut lui demander aussi de nous aider à cerner le public. Donc, le public au niveau de cette problématique. Donc là, on serait au niveau de l'empathie. Et alors, au niveau des idéations, oui, elle va pouvoir également fournir des idées, mais le plus souvent, il ne faut pas oublier que l'IA n'invente pas, donc ce n'est pas des choses, donc ça c'est des idées, des choses qui sont qui sont présentes, qui sont déjà sur le réseau. Mais ce qui va être intéressant, c'est de lui proposer plusieurs idées, lui demander de générer plusieurs idées, et à partir de ce qu'elle vous propose, on va vraiment avoir cette… moi, je dis souvent, on passe du coq à l'âne. Alors, on va avoir une idée, on va dire, ah oui, ça me fait penser à ça, je pourrais peut-être le mêler avec cette idée-là qui va faire, et c'est comme ça que va jaillir à ce moment-là quelque chose de nouveau. Voilà, donc, on arrive à son idée, il va falloir arriver à la phase de prototypage, donc de création. J'ai envie de créer un nouvel outil Internet avec une application, là, je peux utiliser également l'IA pour m'aider parce que je n'ai peut-être pas toutes les bases du développement, mais je m'y connais quand même parce qu'il faut quand même vérifier qu'elle ne fait pas de bêtises. Je peux avoir besoin d'elle pour générer des plans. Voilà, déjà au premier abord, si je veux construire plutôt un petit robot, une petite machine, un élément comme ça pour affiner mon idée. Et donc, on va créer notre premier prototype et puis on va le tester. En règle générale, le test n'est pas toujours positif tout de suite. Donc, on va faire des allers-retours. Donc, avec les tests, on va retourner peut-être en phase d'idéation, puis on repassera au prototype et de nouveau en phase de test. Donc, après, on est vraiment plutôt sur un aller-retour entre ces différentes bulles. Ouais, c'est ça. Ne jamais finalement laisser aussi le premier résultat comme acquis. Hein. Toujours retravailler, c'est plus qu'important. Ouais. C'est ça. Et donc, on a vu, je vous le remets à l'écran, ce fameux processus créatif. On va vous poser, on ne vous oublie pas, cher public, on va vous poser une petite question. À votre avis, quelle étape du processus créatif pensez-vous que l'IA peut être la plus utile? Est-ce que c'est l'idéation, la recherche d'informations, le prototypage ou le test et l'amélioration? Vous avez un choix de réponse, on est intransigeant. L'idéation arrive quand même en tête pour l'instant, donc je suis les résultats en temps réel. On nous dit idéation, ensuite prototypage, création, 20% nous disent recherche d'informations et vient en dernier test, amélioration. Est-ce que vous êtes, je ne vais pas dire d'accord avec ces résultats, mais quelle est la manière de commenter ces résultats? Moi, je dirais que ça va surtout dépendre de ce qu'on va créer. Ouais. Tout simplement. Oui, vraiment, de l'idée qu'on a, du problème qu'on a, de comment on a… Parce que, par exemple, je te parlais d'un outil numérique. Oui, si je développe une appli, là, au niveau des tests performance, l'IA est très, très bonne là-dedans pour aller voir la navigation, voir si tout fonctionne, etc. Par contre, c'est clair que si je développe une petite machine, je peux la prendre en photo, mais je ne vais pas demander à l'IA à ce moment-là de la tester. Donc, ça va vraiment dépendre de l'idée, du prototype, de ce qu'on a envie de créer. Où est-ce que l'IA, à ce moment-là, sera la plus utile? Ok. Margarida, est-ce que de ton côté, tu commentes ces résultats ou que tu vois même justement, tiens, par exemple, on constate finalement que énormément de gens utilisent l'IA dans des processus créatifs plus pour telle ou telle étape? Justement, je pense qu'une des choses très importantes, c'est que l'élève puisse comprendre qu'il y a ces étapes-là. Parce que souvent, ces étapes, pour les enseignants, donc il y a quand même cette expertise de la tâche. Et donc, cette capacité à réguler en disant, bon, là, je vais chercher des idées, puis pour choisir une, etc. Donc, il y a une décomposition de la tâche dans ces différentes phases spécifiques. Or, pour beaucoup d'élèves, il n'y a pas cette représentation, donc moins de capacités à décider dans quel aspect ils peuvent aller chercher de l'aide ou c'est un élément sur lequel ils veulent
uniquement faire du travail intellectuel propre. Donc, je pense que sur ça, le rôle des enseignants est clé parce qu'on peut en classe montrer comment nous on fait. Donc, par exemple, pour cette résolution de problème, on est en train de faire une activité en robotique. Dans cette première phase, donc on va chercher des idées. Ensuite, on va prototyper. Donc, pour ça, donc on peut décomposer, donc faire ce modélage métacognitif me semble important pour montrer également comment nous, on réfléchit et comment on décide quand utiliser l'IA ou pas. Parce que pour les élèves, autrement, ça va être de demander, griller les étapes et demander directement une solution. C'est plus Ouais. facile. Ouais. Et à Mhm. contrario, ils ont peur aussi de l'utiliser parce que comme voilà, ils peuvent pas non plus trop l'utiliser. Et donc, au départ, on se rend compte aussi que soit ils l'utilisent, hein, ou soit il y en a qui n'osent pas. Et donc, c'est bien de leur montrer que nous aussi, on l'utilise. Oui, et comme tu le dis aussi, cette importance de Ouais. essai-erreur C'est ça. finalement, enfin de mettre les mains dans le cambouis, Ouais. et c'est comme Voilà. aussi finalement en bidouillant qu'on sait comment C'est ça marche et tout ce qu'on peut faire. Et déjà ça, c'est une première Ouais. démarche créative aussi. Le fait d'oser tout Tout à fait. simplement fait partie de cette démarche. Alors, je l'ai affiché à l'écran. On va voir quelques outils, mais alors dans le quelques, Oui, on aurait il pu y en remettre a plus. beaucoup. Oui, Donc, ça pour ça, mais c'est vraiment quelques dans la pléthore dans d'outils la qui peuvent être pléthore, disponibles oui, d'IA. vous verrez Ouais. dans le Airtable que toute l'équipe de la COP vous a concocté. Il y a près de 200 ressources à Donc, tu peu vois près. quelques. Et donc, on est bien sur le quelques finalement. Voilà. Vanessa, je vais peut-être te laisser Oui. nous présenter ces quelques outils. Du coup. Voilà, donc on a essayé d'être assez large et que vous puissiez vous y retrouver au moins dans un outil, hein, parce que voilà, on n'avait qu'1h30. Et donc ici, là, on a repris un petit peu différentes IA et on vous a mis quelques petits mots-clés, hein, des petits mots qui nous faisaient penser. Par exemple, Claude, hein, si vous y allez sur du codage, c'est vrai que Claude est très bon. DuckDuck au niveau RGPD, Canva, hein, tout ce qui est contenu, mais il y a tout ce qui est IA, Canva qui vous permet aussi ce contenu. Gemini, exploration, parce qu'il y a plein d'outils qui peuvent s'imbriquer dans Gemini. Donc, on vous a mis comme ça quelques IA et on va partir sur quelques outils qu'on a sélectionnés pour vous montrer un petit peu voilà, notre processus Les créatif. possibles, en tout cas, des C'est ça. possibles, des éléments qu'on a déjà pu Voilà. tester, qu'on a fait avec des élèves ou entre nous, vu qu'on parlait bien de la créativité de l'apprenant ou de l'enseignant. Donc là, vous verrez que ça dépend des deux. Eh ben, on est parti dans une première étape finalement de ce processus qui est l'idéation, on a C'est vu, ça. hein, qui est d'ailleurs ressorti en masse de notre petit sondage, Jessica. J'aurais pu mettre des slides pour toutes les bulles, mais Oui. comme on dit, on a des petites contraintes au niveau du timing. Et donc ici, j'ai montré, c'était des exemples sur l'idéation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc par exemple, structurer sa pensée, on a une idée. Comment est-ce qu'on peut affiner cette idée? Et donc, on peut utiliser l'IA qui va à ce moment-là nous poser des questions pour affiner notre idée en soi et arriver à une définition claire de cette dernière pour pouvoir la développer. Donc ici, c'était un petit exemple. Là, c'est plutôt de mon fils qui, à ce moment-là, voulait développer une œuvre et donc qui était hésitant entre plusieurs techniques. Et ici, il l'aidait à définir vers quel outil ou quelle technique il voulait se diriger, il pouvait se diriger en tout cas. Ok. Je vois la question dans le chat de Pierre-Henri, je vais répondre pour tout le monde. C'est que vous aurez le support de présentation juste à la fin de ce webinaire. On vous donnera le lien de consultation de Scanva pour que vous puissiez y avoir accès parce qu'il y a énormément de ressources. Hein, Jessica, Vanessa et Margarida ont bien travaillé, vous ont mis énormément de choses dedans. Donc, ce sera intéressant de pouvoir aller voir toutes les petites vidéos et toutes les petites démonstrations qui se trouvent dedans également. Donc voilà pour ce qui est de structurer la pensée. Et puis, tu nous as mis finalement des propositions, 3 Voilà, autre formules. chose, hein, elle peut nous aider dans l'idée de nous proposer, donc je l'avais expliqué un petit peu avant quand j'ai expliqué le processus créatif. Donc là, en général, quand je travaille avec l'IA, je ne vais pas lui demander de me donner un exemple ou un produit, je vais lui demander de me proposer 3 images, 3 solutions, 3 techniques que je pourrais utiliser, je pourrais en mettre 2, hein, peu importe. Mais c'est dans l'idée où c'est avec cette richesse-là que moi je vais pouvoir faire des liens.
Donc, créer du lien avec ce que j'ai dans ma tête, créer du lien avec ce qu'elle propose et essayer d'aménager, de créer quelque chose de nouveau. Donc, je dirais que quand on veut vraiment avoir une phase de processus d'idées, de créativité, d'idéation, il faut vraiment lui demander à ce moment-là de nous faire plusieurs propositions. OK. C'est important pour ne pas justement non plus s'enfermer dans une C'est bulle ça, ouais. en se disant tout de suite, bah voilà, c'est la première. Mhm. Ouais, oui, c'est bien. En général, on va Parce que c'est souvent bien. quand on fait en les plus. premières formations avec des enseignants ou ou avec les élèves, quand ils font une première question comme ça pour générer un contenu ou pour créer quelque chose, ben, la première réaction, c'est toujours waouh, Ouais, oui. c'est bien. Est-ce que c'est peut-être Mais aussi pour ça que, par exemple, quand on demande à Canva de générer une image, ben, il en propose 4 directement. oui, On lui donne un prompt et il C'est ça. propose 4 images pour qu'on se dise aussi: «Ah bah tiens, je partirai plus vite Ouais. là-dessus que là-dessus». Ça donne aussi, des idées c'est finalement. des associations d'idées. Ouais. Ouais. Et alors, on venait toujours dans l'idéation, le fait d'enrichir la recherche. C'est sûr que, par exemple, parfois, heu, typiquement, on a du matériel informatique, qui nous convient, on cherche un autre matériel avec ces caractéristiques-là, mais s'il pouvait faire ça, serait peut-être un peu Voilà, mieux. là, Et on là, est ici, on déjà, ouvre le champ des on peut possibles. lui donner des contraintes. On va lui dire: «Voilà, je veux» ici, l'exemple que vous voyez, c'était pour construire un serveur. Voilà, l'idée de construire un serveur, mais de construire un serveur, facilement et avec peu de matériel. Donc voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'on pourrait utiliser, dans une classe, par exemple. Donc un vieux PC ou un mini PC, donc qui pourrait être utilisé ou plutôt des Raspberry pour aller sur, le montage et cetera. Donc là, c'est pour voir les plus, les moins, ce qui nous permettra aussi à ce moment-là d'affiner notre idée et de se dire: «Ah oui, ça c'est bien, mais peut-être Mmh. que je vais rencontrer tel ou tel frein, donc je vais m'orienter plutôt vers cette décision-là». Donc c'est aussi ça qu'elle peut, faire. Elle a accès au matériel, elle a accès à tous les modes d'emploi possibles. Donc ça peut nous donner aussi des pistes sur, qu'est-ce que je vais pouvoir Mmh, utiliser? Comment je vais pouvoir me débrouiller pour arriver Mmh. au niveau de cette idée? c'est ça, et découvrir des choses dont on n'avait absolument pas connaissance Tout aussi, à hein, fait. c'est l'idée, derrière, bien évidemment. Quelques autres, petits conseils finalement dans l'idéation que tu nous as mis là? Bah, comme j'avais mis ne pas se limiter dès le départ, donc on ne demande pas qu'une seule, proposition, on demande vraiment un maximum d'idées. On doit trier, on doit faire des liens, varier des techniques, heu, lui indiquer directement, hein, si on a vraiment des contraintes, bah, déjà ne fût-ce que, si, ce sont des élèves, ils vont mettre le contexte, hein, donc pourquoi est-ce qu'ils vont développer cette idée? Ça fait, un élément important, qui va devoir être placé au niveau de cette phase d'idéation. Margarida, est-ce que tu voulais peut-être, enrichir ce slide et nous donner, d'autres, conseils peut-être que tu as à l'esprit qui te viennent comme ça en termes d'idéation? Je suis totalement dans l'alignement de ces idées et je pense que ce côté découverte d'idées qu'on n'a pas est très intéressant, volontairement prompté pour dire, voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments ou d'autres manières de faire que je n'ai pas considérées. Donc, ça nous permet de sortir de notre zone proximale de développement et d'explorer. Peut-être un conseil sur ça, c'est aussi les limiter. Donc, des idées qui ont été prouvées, qui sont scientifiquement valides, etc. Donc, essayer voilà, qu'ils ne génèrent pas non plus n'importe quoi. Donc, mais oui, c'est vraiment un usage très intéressant. Est-ce que lorsqu'on va justement, on parle du prompt ici, par exemple, quand on lui dit aussi parfois, justement: «Prompte-moi, enfin reprompte derrière moi pour que ce soit Ouais. encore mieux, que j'ai un meilleur résultat», ça fait partie aussi de ce processus-là? Qui bon, moi ou alors pose-moi des questions. Ouais. Ouais, Voilà, pose-moi des questions pour affiner, parce que s'il prompte, il donne déjà Ouais. tout le contenu, tout fait. Alors ça peut être bien, mais il faut repasser derrière. Moi, j'aime plutôt l'idée où il va, affiner avec moi ma pensée et pouvoir, m'orienter, ou en tout cas affiner ma recherche. OK. Donc je lui Donc demanderai plutôt de me poser des de questions. poser des Poser des questions, c'est ça, questions. et puis, de justement via ce questionnement, de faire partir dans des idées que tu n'avais pas, mais que tu te dis: «Ah tiens, finalement, puisque je te demande ça, tu pourrais avoir une autre idée», en te disant: C'est «Mais ça, tiens», C'est et ça. comme tu le disais, passer du coq à l'âne, ouais, et sur l'idée, ces c'est que c'est toi idées. qui dois avoir la réponse finale. C'est pas Ouais. l'idée qui te produit tout d'un coup, donc tu as le choix, c'est toi qui vas décider, qui va orienter l'élément. Donc Mmh. je préfère à ce moment-là, ce niveau-là plutôt que Ouais, reprompte-moi mon c'est ça. prompt, parce que là, je vais avoir de l'aléatoire. Il va me mettre des choses, oui, auxquelles je n'aurais pas pensé, mais qui peut-être ne me conviennent pas. Donc de nouveau, je tourne, donc c'est mieux à ce moment-là de faire plutôt affiner
C'est au un peu une niveau des question élèves. finalement de posture, hein, parce que l'IA, et depuis déjà 2022, comme nous l'a rappelé Margarita, nous a offert de l'immédiateté, mais il faut justement essayer de sortir de ce côté immédiat, d'avoir une réponse pour... Non, on prend le temps, comme avec n'importe quel outil, Tout à de fait. pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, on va aller voir maintenant d'autres, outils avec Voilà. justement Vanessa, où toi, tu l'utilises finalement un petit peu comme un assistant. Oui, c'est ça, un collaborateur, un assistant. Donc ici, on a voulu vous montrer un exemple. Donc, je vais remettre un petit peu en contexte, hein. On fait un projet Minecraft à l'école où on fait, les plans avec Minecraft, la maquette, hein, j'en passe, voilà, et on a une journée porte ouverte où les élèves veulent présenter aux parents et aux peut-être futurs, étudiants de chez nous, comment? Des défis sur Minecraft et donc on crée du mobilier et ils sont en train de créer tout un tuto autour de ce mobilier, donc voilà, des petites cartes et donc on s'aide de l'IA. Mais parfois, voilà, on doit créer, je vais inventer un canapé, hein, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais au moins c'est clair. Oh, canapé dans Ouais, Minecraft, c'est c'est pas c'est ouais. ça, hein et donc voilà, comment créer un canapé et donc là, tout le processus créatif, donc on réfléchit, on va voir l'inventaire, patati patata, mais parfois, on bloque et là, on s'est dit: «On créerait bien un assistant», donc ça, c'est une tâche qu'on a faite avec les élèves, donc les élèves travaillent avec moi, hein, à ce moment-là. Et on s'est dit: «On voudrait un assistant, mais qui ne donne pas la réponse». Parce que Mmh, parfois, voilà, on pose la ouais, c'est question à ça. l'IA et elle donne la réponse toute faite. Nous, c'est pas ce que l'on veut ici. Et donc là, on a vraiment l'assistant qui va nous donner des indices, un peu comme un joker, quoi. Il va vous donner des indices pour se dire: «Tiens, par exemple, en quoi elle se fait? Quel bloc se rapprocherait le plus de la matière?» Enfin, voilà des petits exemples. Et donc, on est vraiment dans ce type d'assistant qui ne donne pas la réponse. Et donc ça, c'est assez intéressant, voilà, pour éviter justement quand on est bloqué, de rester bloqué. Avant, on aurait été voir, dans un livre de construction, Minecraft, des choses comme ça, mais si on ne les a pas, on a fait, un petit assistant, ici sur, Gemini. Donc on a utilisé le gem de Gemini. Je vais vous le montrer, hein, en temps réel, Voilà. voir à quoi il ressemble. Donc voilà, un petit peu, parce qu'on a vu le mauvais lien, dans le chat, on a déjà, spoilé le petit storybook Voilà, complet. voilà, voilà. Mais donc voilà, ici finalement, tout, Donc voilà. Alors, donc on est en pleine construction, hein. Donc évidemment, ça aussi, il faut accepter, hein, le fait de changer un petit peu. Voilà, on part dans une direction et on se dit: Tiens, là, voilà» et donc c'est toujours cet essai-erreur. Donc, on n'a pas la bonne solution au premier coup et ça, je trouve ça intéressant avec les jeunes aussi parce qu'ils ont l'impression que tout arrive tout de suite et là, ça montre que non et on doit réévaluer ce qu'on est en train de faire et donc voilà, là, j'ai mis un petit exemple de réalisation d'élèves et il fait son petit tuto à côté. Alors l'avantage, c'est qu'après pour les élèves qui ne savent pas lire, ils peuvent réécouter donc parce qu'il y a le lecteur immersif dans Minecraft, donc c'est ça que j'aime aussi. Donc moi, je travaille avec des élèves en grosse, difficulté, d'apprentissage, donc voilà et on est en train de créer les petites cartes défis avec l'IA, donc les petites cartes qu'ils proposeront lors de la journée porte ouverte. Mais une des premières résolutions de problème ici, vous avez Ouais. réfléchi à comment intégrer les parents ou les futurs élèves qui allaient, Ah oui, venir en on classe. Donc c'était vraiment voilà, ça, c'est ça, la problématique ici, c'était comment, donner, voilà, quelque l'envie chose de oui. vivant, d'interactif lors d'une C'est visite, ça d'école. et de Voilà. montrer parce que si vous dites aux parents que vous jouez à Minecraft en classe, voilà et c'est de montrer justement tout le On côté travaille avec voilà, Minecraft. donc voilà, donc ça, c'était un petit exemple qu'on voulait vous montrer et au niveau de l'assistant. je vais prendre la question de Hugo qui est arrivé dans l'onglet questions. N'hésitez pas d'ailleurs à faire comme Hugo si vous avez des questions. Justement, un peu dans nos prompts finalement, est-ce qu'il est utile de préciser à quel niveau de création on se situe lors de notre question, plutôt de la création de contenu ou de la Ah co-création ou oui. une co-création participative? Oui, je pense que tous ces éléments de contexte sont pertinents parce que l'IA, justement, n'a pas de contexte. Vous, en tant qu'enseignant et en tant qu'humain, on est très bon à considérer les contextes et l'intention pédagogique. Donc, je pense que préciser, voilà, on souhaite dans cette activité qui est, par exemple, un travail d'abord individuel et après une mise en commun collaborative, où on souhaite que l'équipe aille questionner quelqu'un à l'extérieur de la classe. Donc, je pense que préciser ces éléments, ça peut aider aussi à affiner les types de résultats. Ok, donc bon à savoir à ce niveau-là. On reste toujours dans la catégorie assistant avec toi, Jess. Toi, tu as utilisé Copilot. Oui. Celui-ci qui était plutôt, un assistant, en orthographe, donc
où les élèves peuvent l'utiliser quand ils sont dans l'écriture d'un texte, pouvoir créer du contenu. J'ai parfois certains élèves qui ont un frein par rapport à ceci, parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne savent pas écrire ou il va y avoir plein d'erreurs, et donc ils ne tentent pas, et c'est une manière de lever un petit peu ces craintes. Donc, quand ils ont un texte ou une première phrase ou autre, ils peuvent à ce moment-là la taper ou la copier-coller dans l'assistant, et ce dernier ne va pas corriger son texte, on revient dans cette idée-là, mais va lui poser des questions pour pouvoir l'aider à corriger, voir si c'était bien ça qu'il voulait dire, voir au niveau de l'orthographe, s'il a bien, il va lui dire, tiens, repère le verbe, et là, quel était le sujet, est-ce que tu as bien fait l'accord? Donc vraiment plutôt comment le guider pour améliorer son contenu. OK. Donc ça, c'est avec Copilot et bah, comme à chaque fois, vous le verrez, dans les slides, on vous a mis encore une petite, pléiade, de conseils justement dans, cet esprit d'assistant. Bon, on a déjà beaucoup de choses qu'on a dit, Oui, hein. c'est ça. Donc Donc, voilà, on vous laisse la petite lecture. assister mais ne donne pas la Voilà. réponse. Donc ça, c'est vraiment l'idée. C'est toujours à l'élève de réfléchir, de travailler au niveau de son processus, de sa réflexion. Les assistants peuvent être créés par des enseignants, les assistants peuvent être créés par les élèves. Je pense que c'est intéressant aussi Ouais. de leur montrer comment est-ce qu'on peut créer ces assistants qui pourraient également les aider après à la maison, dans un processus ou autre. Ça peut être très intéressant. On peut le faire, même si c'est nous qui le créons, le faire avec eux, en tout cas. Encourager plutôt le raisonnement, voilà, l'idée du but de l'assistant, et lever des freins, lever des difficultés par rapport, là on avait pris l'orthographe, ça peut être par rapport au codage, parce qu'on est dans Aux maths. l'apprentissage et on veut un assistant à ce niveau-là, donc on peut vraiment l'imaginer dans toutes les disciplines. Est-ce que tu as des conseils, supplémentaires ou complémentaires, Margarida, à ce niveau-là? Oui, c'est parce que c'est ça. Il y a des outils qui ont été créés spécifiquement pour justement accompagner ces rôles d'assistant, mais pour les outils qui n'ont pas justement cette orientation, c'est très important, comme ça a été expliqué, de les préciser dans l'usage, dans les prompts. Donc, donne-moi des pistes pour améliorer sans me donner la réponse. Donc, il faut prompter pour placer l'outil dans une position d'assistant et pas dans une position de réponse. Alors maintenant, on va se rendre, du côté, bah, de l'exploration avec un outil, dont quelqu'un parlait tout à l'heure dans le chat. Il disait: «Mais je vois pas notre book LM dans toutes les petits icônes alors qu'il est vraiment trop fort». Ah oui. Bah, notre Rassurez-vous, on a mis C'était notre book LM. voilà. alors, votre Oui. Gemini, si on le dit autrement, mais il était là, donc il est là. Voilà, donc je vais reprendre la main. Donc voilà, ici, on a voulu vous montrer des petits outils, que vous peut-être que vous utilisez déjà, hein, donc la présentation dans notre book LM, par exemple, ou on a pris un autre outil tenant pour vous montrer, comment pouvoir les utiliser. C'est toujours dans, Gemini. Là, ce serait le Storybook. Donc je parle de la présentation parce qu'on pourrait créer une BD avec ses élèves, hein, si on le met en mode, comment, créatif, BD. Donc ça, il y aura le prompt aussi si vous le voulez, ou en Storybook. Il y aura une différence, c'est que maintenant dans notre book LM, vous êtes en mode présentation, vous pouvez, modifier chaque slide. Donc au niveau de votre prompt, vous pouvez revenir modifier la slide 1, la slide 2, peu importe. Tandis que dans le Storybook, vous devez avoir pensé à votre prompt dès le départ puisque ça va vous créer un livre et c'est ça qu'on voulait vous montrer. L'intérêt ici, c'est que ça a été fait chaque fois avec les élèves. Donc quand on a créé le Storybook, donc on retrouve aussi dans Gemini, donc là, on a créé tout le prompting, on a pensé au prompting, aux caractéristiques physiques. Donc, c'était par rapport à l'avenue de la directrice, parce qu'on a une nouvelle classe au sein de notre école qui doit être reconduite ou pas au mois de septembre. Et donc, voilà, on souhaitait présenter pourquoi, l'intérêt de cette classe. Et donc, avec les élèves, on a vraiment dû réfléchir à mettre en avant la classe. Donc, grâce là, à notre book LM, j'ai importé les différents documents. Donc, ça, c'est moi qui ai pris qui ai pris ça en main. Voilà. Mais après, voilà, toute la création du prompt a été faite avec les élèves pour arriver à un petit livre que l'on a présenté à la directrice. Donc voilà, là, on ne l'a pas utilisé de manière passive, l'IA, on n'a pas appuyé sur le bouton «Crée-moi un livre», point. Là, on a vraiment réfléchi avec les élèves et c'est ça qu'on voulait vous montrer. Mais juste que voilà, dans ce cadre-ci du storybook, c'est vraiment le faire dès le départ. Alors, c'est toujours mieux d'avoir un bon prompt dès le départ, hein, quoi qu'il en soit. Mais dans le notebook LM, vous pouvez aller modifier
slide après slide, page après page, je vais dire, tandis qu'ici, vous ne pourrez pas. Donc, vous devez chaque fois tout refaire. Donc, voilà, moi, je parle beaucoup d'écologie avec mes élèves. Et donc, ça aussi, je pense que c'est un des rôles que l'on doit avoir, c'est de leur dire, on ne génère pas 50 fois. Et c'est pour ça que le prompt est important dès le départ. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer ici avec ces deux outils. Et ici, si je prends la problématique, le but, c'était de convaincre justement de l'intérêt de cette classe. Tout à fait. Voilà. Voilà. Comment convaincre La directrice directrice de remener la Voilà. classe l'année prochaine. Chose Ouais. qui a réussi, donc on est très content. Ah bah, Et le effectivement. PO aussi, c'était le PO aussi, donc voilà. Parfait. Et donc, on vous a mis le lien dans le chat vers à la fois le notebook LM, mais aussi le storybook qu'on a parcouru lorsque Vanessa expliquait. Mais tout cela, toutes ces ressources, vous pourrez également les retrouver. Je regarde Maintenant, si quand on prend l'exemple de Notebook LM, tu disais qu'après, parfois, on peut être figé dans une infographie ou autre. C'est pas si vrai, hein. On peut à ce moment-là mêler Oui, des oui, non, oui, outils. c'est ça. Donc, on peut mêler, On peut voilà. aller chercher une autre IA, on peut l'utiliser pour capturer le texte, pour le modifier, etc. Canva est très bon pour ça. Tout à fait. Dites-vous bien que vous avez toujours, et c'est ça qui est important, la possibilité d'intervenir, d'interagir, de modifier du contenu au niveau de ces productions. Alors, à nouveau, quelques petits conseils pour cette phase d'exploration, le fameux essai-erreur, hein. Je pense qu'on Oui. en a parlé plus Oui, qu'il n'en ouais. faut, mais rappelons quand même l'importance de cet essai-erreur parce que combien de fois, et je pense que Margarida peut le dire aussi, énormément de personnes s'arrêtent encore à ce premier résultat sans chercher finalement à trouver l'amélioration ou à ce que ça fit 100% à ses besoins. Tout à fait. Et avec la contraposition, parce que je pense que c'est à double tranchant, qui a peut-être une tendance chez certains élèves à faire trop de laisser-erreur. Moi, je suis maintenant dans des usages dans lesquels j'essaie de conduire les étudiants à s'efforcer à faire une réflexion individuelle et s'imaginer que les coûts d'usage de l'IA est énorme, ce qui en réalité l'est environnementalement et à d'autres niveaux. Donc, c'est de ne pas se dire, tiens, je vais générer quelque chose, je vais la peaufiner, je vais passer beaucoup de temps finalement à peaufiner ça, ce qui est aussi une saturation mentale au niveau de l'information. Mais bien de se dire qu'on va réfléchir initialement à ce qu'on veut. Cette démarche-là, par exemple, comme Marie dans les chats, elle précisait, donc bien préciser donc les rôles, les contextes, l'objectif, etc. Donc avoir cette réflexion-là dans un but de faire le moins de requêtes possible. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit encourager pour essayer d'avoir un usage le plus limité possible. Ouais, Le type de requête aussi, par exemple, quand j'ai des élèves qui veulent générer un petit outil ou une appli ou encore une image, je leur dis, bah, est-ce qu'il est à ce moment-là plus intéressant d'un point de vue environnemental de faire des essais-erreurs directement dans la plateforme mmh. qui va tout me coder? Ou est-ce que c'est plus intéressant d'abord dans ma phase d'idéation avec un chat qui va générer du contenu textuel, qui sera moins énergivore, Ouais. pour avoir affiné mon idée avant de lui demander réellement de générer tout ce gros bloc de texte, d'images Voilà. ou de vidéos ou Mmh. encore de code. Donc, ça peut être aussi cette réflexion-là de se dire quand j'utilise quel outil, à quel Mmh. moment il est vraiment opportun de le faire. Ouais, donc c'est vraiment, hein, vous l'avez bien résumé, Mmh. toute cette dualité finalement de vouloir améliorer à fond, mais d'un autre côté, beh, il y a C'est ça. tout ce coût, environnemental derrière et donc, beh, justement trouver les bons outils, les varier aussi, hein, finalement tu l'as mis, dans les petits conseils de l'exploration, bah, c'est qu'à un moment donné, comme tu dis, pourquoi pas utiliser un outil ou un modèle qui consomme moins d'énergie, pour justement, faire cette phase d'exploration avant d'arriver finalement à un résultat final qui lui consommera un petit Plus, peu ouais. plus, effectivement. Alors, on va, continuer, dans notre petite présentation. Il est 19h, hein, il nous reste une demi-heure, on est aux 2 tiers de la présentation, donc je vous fais un petit point Oui. timing. Ça va. Tout va Sinon, bien, on peut On se faire demandait quelques déjà. je voyais que Vanessa, s'inquiétait un peu, donc je pense que tout va bien à ce niveau-là. Jess, tu nous as fait, une petite pochette ici pour un jeu vidéo.
en utilisant Canva. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, enfin nous expliquer, parce que tu me l'as Oui, expliqué, à mais tu toi, ne l'as ouais. pas expliqué à notre public, un peu le contexte justement de cette création. Donc ici, c'est deux exemples qui ont été réalisés avec des élèves. Le premier, la pochette, c'était en primaire. Le deuxième, l'arbre généalogique, c'était en secondaire. Donc comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Tous les deux ont été créés avec Canva et on avait à chaque fois une problématique. Et donc ici, c'est une problématique sur laquelle ils ont été confrontés parce on crée donc notre jeu vidéo. Il fallait qu'ils créent la pochette parce qu'on voulait faire un vrai jeu vidéo quand même, hein, pour qu'on puisse le prendre d'un point de vue physique, etc. Et en analysant les pochettes qu'on retrouve encore sur les différentes plateformes, ils se sont rendus compte que le plus souvent, la première image qui se trouve sur la face est une image qui ne provient pas toujours du jeu, mais qui est une image toute jolie, bien designée, toute belle, etc. Tandis qu'à l'arrière, on retrouve les captures d'écran. Bon, c'est du primaire, on a fait du code en pixel art, etc. Donc les captures d'écran, pas de souci. Mais après, au niveau de l'image bien designée, on était un petit peu, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire, quel outil on allait pouvoir utiliser. Donc, ils ont pensé d'abord à Canva et aller rechercher des éléments qui étaient déjà présents dans les éléments disponibles de Canva. Le problème, c'est que ça ne correspondait pas à leur personnage, ou elle n'avait pas la bonne couleur de cheveux, ou ça ne représentait pas le jeu tel quel. Donc, on s'est finalement orienté vers le média magique, donc l'idée de créer l'image propre en promptant correctement par rapport à leur jeu. Donc, d'abord, on est passé par une phase écrite où ils devaient écrire clairement à quoi ressemblait leur princesse, dans ce cas-ci, c'était la princesse, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, comment est-ce qu'ils voulaient qu'elle apparaisse sur la pochette. Donc là, elle est en guerrière, hein, c'est elle qui va se battre contre les champignons. C'est pas Mario. Voilà. Et il voulait le petit champignon, il voulait à ce moment-là lui donner un aspect où on va avoir un aspect plus humanoïde avec un visage, etc. Donc, il a fallu d'abord rédiger et ils l'ont rédigé en équipe. Donc, ils sont chaque fois dans des équipes de 4 quand ils créent, en tout cas avec moi, quand ils créent un jeu vidéo. Donc, ils ont réfléchi ensemble, déjà se mettre d'accord, sur ce qu'on voulait au niveau de cette pochette. Et puis, ils l'ont créé et vous voyez le résultat ici. Ok. Et alors pour l'arbre généalogique, du coup, quel est le contexte ici? Alors, ici, l'arbre généalogique, c'était voir au niveau de la représentation qu'on pouvait avoir des personnages quand on lit un livre. Donc, est-ce que j'ai la même représentation que toi? Est-ce que tu t'es fait la même idée que moi? Est-ce que quand on lit, on arrive à cerner les mêmes éléments? Et donc, par équipe, ils ont reconstitué, ils ont imaginé, créé l'arbre généalogique du livre Nous, filles de Sparte. Et à partir de chaque personnage, donc d'abord, il y a toute une phase où ils ont dû ensemble travailler pour aller chercher les informations dans les livres, pour voir à quoi ils devaient ressembler. Il y en a certains qui n'étaient pas décrits physiquement, donc il fallait faire attention. Est-ce que c'était le frère d'eux, le mari d'eux, donc il ne fallait pas que ce soit ou trop vieux ou trop jeune, correspondre à l'époque. On ne va pas lui mettre des cheveux orange, on est bien d'accord que nous, filles de Sparte, on ne se teint pas les cheveux. Donc voilà, tous des éléments sur lesquels ils ont dû arriver pour arriver à ce contenu-là. Et on a pu à ce moment-là comparer les différents arbres généalogiques pour se rendre compte qu'en règle générale, on avait plus ou moins les mêmes idées, donc on cerne assez bien les personnages à condition qu'ils soient bien décrits. C'était là aussi la mise en évidence que dans un livre, parfois des personnages ne sont pas assez bien décrits, donc on ne peut pas se faire une idée. Donc si eux, après, vont écrire un texte, il faut bien entendu bien mettre en place les personnages, le contexte, l'atmosphère, etc. Donc c'était pour leur montrer cette importance ici de la description. Ouais, importance et puis, comme tu le dis, hein, quand il y a pas, quand c'est pas décrit, justement, voir un petit peu, finalement, mettre en commun les savoirs et voir si on arrive à une personne à une représentation qui est uniforme, finalement, suivant les élèves, s'ils ont cerné via, des traits de caractère ou, si justement on est sur quelque chose de totalement, différent. Et donc encore, quelques conseils, tu l'as dit, avoir une idée claire de ce qu'on souhaite, hein, typiquement pour les Là, je personnages, rejoignais c'est Margarida important. quand elle disait justement qu'il faut qu'ils aient d'abord cette phase de réflexion individuelle. C'est ce que je voulais mettre ici. On ne se lance pas dans la création de contenu sans savoir exactement ce qu'on veut. Ça, cette phase-là, elle est avant. On se lance dans cette création, dans cette génération, à partir du moment où on sait vers quoi on veut aller et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Je vois que Margarida acquiesce. Est-ce que tu as envie peut-être d'ajouter quelque chose? Un petit exemple.
Et ces IA, ils sont entraînés sur des informations qui sont les plus habituelles. Or, en travaillant avec des collègues enseignants en Polynésie, justement, ils ont pu montrer à leurs élèves à quel point aussi il faut un vocabulaire précis parce que quand ils demandaient de prompter par rapport à un paysage avec des correspondant à un écosystème spécifique, en fait, cet écosystème qui était représenté ne correspondait pas du tout au leur. Donc, ça leur a invité également à préciser encore de manière plus importante pour s'assurer que ce qu'ils représentaient était proche de la réalité. Donc, je pense que cette qualité du langage, maîtrise du sujet, compréhension des biais qui sont liés au fait que si on ne donne pas une requête bien précise, ça va nous générer un par défaut générique qui est peut-être pas bon. C'est tous des éléments qui sont, je pense, très, très importants et aussi pour les enseignants de montrer les besoins d'être précis et d'avoir du vocabulaire, d'avoir des connaissances, d'être capable de décrire très concrètement qu'est-ce qu'on veut. Le temps file. Nous allons nous consacrer maintenant à la résolution de problèmes. Alors, ce slide, il est vide, c'est normal car il y a une petite vidéo. Par exemple, Jessica, mais toi, tu es très connue à Techno pour avoir créé les poubelles connectées, Jess. Tout le monde te connaît pour les poubelles connectées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne, cette fameuse poubelle? Donc là, ici, c'était de trouver une solution parce qu'on a souvent, on a des poubelles dans les écoles avec les élèves qui mettent un peu tout et n'importe quoi dans chaque poubelle. C'était voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait développer une idée pour aider à trier. Et donc là, l'IA est intervenue non pas dans le processus d'idéation, mais elle est intervenue dans l'idée que c'est une IA qu'on a créée, qu'on a entraînée pour pouvoir reconnaître les différents types de déchets. Et en ce moment-là, elle ouvrait la petite maquette, les différentes poubelles, mais elle indiquait aussi sur la petite microbite qui était sur le côté, elle indiquait la poubelle, donc il y avait écrit PMC, il y avait écrit alimentaire. Donc on peut aussi simplement avoir une indication avec un mot ou une flèche qui pourrait s'allumer pour montrer quelle poubelle doit être utilisée. Et donc là, c'est plutôt l'IA a été utilisée comme outil. C'est elle, à ce moment-là, qui est l'outil. Et donc, on a créé cette intelligence artificielle, pas l'algorithme de base parce qu'il est déjà fait, mais plutôt on a entraîné cette intelligence artificielle à partir de données. Donc, les élèves, à ce moment-là, ont également une grande part de réflexion sur l'importance des données. Quelles sont les infos qu'ils doivent donner à cette IA pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle arrive à traiter tous les déchets qu'on pourrait rencontrer dans une école. C'est aussi se rendre compte que là, c'était des images, mais que si je monte l'image toujours dans le même sens, ça ne va pas fonctionner. Donc, on doit le montrer dans tous les sens avec deux petites d'arrière-plan parce que l'IA en tant que telle, elle ne va pas comprendre ce que vous lui montrez. Elle doit retrouver, analyser ces images d'un point de vue pixel et autres pour repérer différents éléments qu'elle pourrait mettre ensemble pour faire des catégories. Et alors, en te baladant aussi sur Internet, tu as repéré justement, on parle d'entraînement, une IA qui s'est entraînée à reconnaître certains signes de langage des signes. C'est une étudiante d'ailleurs qui a créé ceci. C'est une étudiante indienne. Ça date déjà, c'était dans le début. Je dirais qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus complexe au début de l'IA de créer ce genre de choses. Donc, c'était vraiment très, très innovant. Maintenant, on a des outils qui vont nous permettre de le faire plus facilement avec les élèves. Dans les outils que j'ai mis notamment sur la slide suivante, on va retrouver par exemple VitaScience, qui a déjà une IA que l'on peut spécifiquement entraîner avec la position des mains. Donc, ça nous permettra d'aller maintenant plus vite au niveau de la création de ces outils. Mais donc, là aussi, on a plusieurs choses à notre disposition. J'en ai mis quelques-uns, mais il y en a d'autres. Il y a Teachable Machine, par exemple, qui nous permet d'entraîner des IA à reconnaître des postures, à reconnaître des voix, à reconnaître des images. Avec Teachable Machine, après, on peut le réutiliser dans Scratch, pour ceux qui utilisent Scratch. On pourrait aussi le réutiliser avec une microbit ou encore avec une Raspberry ou un Arduino, ça dépend à quel niveau on se retrouve avec les élèves. Donc, pour créer à ce moment-là un prototype, quelque chose d'innovant qu'ils vont pouvoir utiliser pour résoudre un problème du quotidien, de l'école ou du quotidien en tant que tel, de monsieur et madame tout le monde.
Voilà, donc comment est-ce qu'on procède en règle générale dans ces IA d'entraînement? On va avoir, c'est de l'apprentissage supervisé, donc on va définir des catégories. Là, j'avais mis un exemple où je lui montrais, comment reconnaître une canette, et la différencier d'un marqueur, mais voilà, c'était juste pour montrer un exemple. Donc on va créer des catégories. Dans ces catégories, après, on va l'enrichir, on va la nourrir, lui donner des données, que ce soit photos, que ce soit de la voix, même des vidéos pour certaines, ou des données provenant de capteurs, mais ça c'est encore pour autre chose. Et donc on va créer ces catégories, on la nourrit, bien faire attention à la variété des données. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant de montrer aux élèves cette importance de variété des données pour qu'ils se rendent compte des biais qu'on peut retrouver sur Internet aussi et des biais qui arrivent au niveau des autres IA. Voilà, celles qu'on n'a pas entraînées nous, mais elles s'entraînent de cette façon-là. Donc on crée ces différentes catégories, on charge nos données et puis on clique sur le bouton, entraîner le modèle. Il y a toujours un petit bouton entraîner le modèle. Et là, à ce moment-là, c'est l'IA c'est l'algorithme qui va prendre la main, qui va analyser toutes les données que vous lui avez données par catégorie pour en tirer des spécificités, des généralités qu'il va pouvoir utiliser lorsque vous allez montrer un nouveau contenu et donc faire une prédiction pour se dire qu'il se rapproche de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 ou de la catégorie 3. Ça répond du coup en partie à la question de Maïté qui demandait pour les poubelles connectées, quel matériel utilisez-vous pour réaliser les poubelles connectées autre que les microbits? Donc tu as été chercher, j'imagine, un algorithme qui a été entraîné, Alors soit ici, j'ai via une utilisé la plateforme comme caméra ceci. Husky-Lens. Ok, Donc, c'est une petite caméra qui se connecte assez facilement sur une microbit. Et cette caméra a déjà à l'intérieur une on la voit à l'écran petite. ici, du Ici, coup, à gauche. elle est à gauche, a déjà un algorithme d'IA. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner dans ces possibilités, entraîner à partir d'images. Et donc, il faudra prendre les photos de ce que vous voulez au niveau des catégories. Ok, ouais, parfait, merci Donc pour là, la. j'avais pris celle-ci et puis une petite microbit et un shield, un bouclier en français. Donc, c'est un élément sur lequel on va venir placer la microbit qui va me permettre d'avoir accès à plus de connexions, Ok, plus de pins pour pouvoir brancher des éléments un peu plus complexes comme la caméra pour faire ceci. d'accord. Donc un petit peu de matériel, mais pas énorme, énorme non plus, quoi. Non. C'est toujours dans la démarche d'ailleurs écologique, hein, ne pas trop Ouais. multiplier justement Et en ces général, je matériaux. réutilise. Et C'est ouais. souvent le même shield pour tous les types de projets. C'est souvent, voilà. Ouais. J'essaye il y a moyen de faire et donc de réfléchir dès le départ quand on veut s'équiper. Ça, c'est intéressant dans l'école aussi. Et donc, on peut toujours voir avec l'IA pour ça aussi. Équipez-vous de quelque chose qui sera le plus polyvalent possible. Alors, on voulait aussi toucher à un mot justement en termes de résolution de problèmes. On a un petit projet qui a été fait du côté de Nausicaa, hein, donc à Boulogne en France, l'IA à la rescousse des récifs coralliens. C'est un peu intriguant quand on lit ça. Alors, c'est pas Nausicaa, hein, de base, c'est donc un groupe d'élèves du spécialisé et leur enseignant, bien entendu, qui ont participé à un concours de robotique qui s'appelle la First Lego League. Et Ouais. dans ce concours de robotique, on a une phase où on a une partie scientifique à développer avec une résolution de problème. Cette année-là, la thématique était sur les océans. Et donc, d'abord, il faut cerner un problème. C'était une première chose. Hein. D'abord, se dire quel problème existe, comment est-ce que je pourrais aider, quelle solution je pourrais apporter. Voilà, on ne va pas réinventer le roue non plus, ça ne sert à rien. Donc, ils ont fait des recherches à ce moment-là, contacté également des chercheurs, contacté des personnes tierces pour pouvoir définir ce problème et arriver à une solution, une proposition de solution. Donc, leur idée ici, c'était pour sauver le récif corallien. Et ils avaient comme idée de développer un robot doté d'une caméra IA. C'est la même petite caméra que j'ai également utilisée, c'est le Husky-Lens. Et l'idée, c'était de pouvoir repérer les coraux sains et les coraux malades. Une fois qu'on aurait détecté un corail qui était malade, pardon, on pouvait à ce moment-là, ils avaient lu toute une recherche qui indiquait que la musique permettait à ce moment-là de faire revenir les poissons et autres autour de ce corail et permettre de le soigner, en tout cas de le sauver. Et donc, ils sont partis sur cette idée-là, d'entraîner la caméra à identifier les différents coraux et à générer cette petite musique.
Et ils l'ont représenté et ils l'ont présenté leur solution à Nausicaa. D'où Voilà. compris. En tout cas, trouvé cette idée très pertinente et là, elle se retrouve maintenant au niveau de leur recherche et ils continuent à travailler sur celle-ci. Ok, bah c'est Voilà. super intéressant de voir aussi tout ce qu'on peut faire et dans des démarches méga utiles aussi sur tout ça. Bah, quelques conseils osés, hein, on l'a déjà dit. Accepter les idées farfelues, pourquoi? Bah, c'est dans la phase quand tu vas faire justement une idéation avec les pairs et donc ils vont avoir des idées. Bah, parfois, il faut vraiment accepter parce que il y a malheureusement certains enseignants quand ils entendent ça, laisse tomber, ça ne sert à rien. Non, si, ça sert, ça va servir quoi qu'il arrive. Même si elle est farfelue, ça va peut-être donner une idée à une autre qui va permettre de rebondir. Et c'est là qu'on va avoir toute cette richesse, toute cette créativité. Donc, on va accepter toutes ces idées, on va essayer de voir et aussi d'affiner pourquoi tu as eu cette idée, comment tu as eu cette idée. Donc, pour voir aussi le processus. Et il y a probablement des choses bien intéressantes là derrière qu'on pourrait réutiliser. On a mis, ben oui, il faut oser d'utiliser les différents outils. Maintenant, justement, à l'ère de l'IA, il y a quand même pas mal d'aides où on peut apprendre à apprendre. Donc voilà, je ne sais pas comment fonctionne cette caméra, mais je vais retrouver des informations sur Internet. Si je ne trouve pas sur Internet, je peux quand même m'orienter vers l'IA qui peut me dépanner. J'irai d'abord sur Internet avec un moteur de recherche classique et puis à l'IA si jamais je ne trouve pas. Mais j'avais dit à Vanessa, à ce moment-là, on l'avait fait, cette petite slide que j'aimais bien la phrase « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je pense dans cette résolution de problème, c'est de prendre tout ce qui vient et d'essayer d'affiner avec les possibles. Et là, l'IA peut nous aider au niveau de différents techniques qu'on pourrait utiliser. Mmh. Et du coup, on se trouve, finalement au carrefour de différents, domaines, hein, de plein de domaines différents et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on a un peu mis ici, hein, vivre, la démarche, STEAM. Margarida, peut-être, est-ce que tu peux nous faire, un point un peu plus théorique sur cette fameuse, démarche STEAM et où finalement l'intelligence artificielle vient encore une fois se greffer finalement? Oui, justement, c'est un des éléments qui sont parmi les compétences et les domaines qui sont identifiés comme étant très importants dans les compétences professionnelles, c'est être capable de résoudre des problèmes complexes. Et d'ailleurs, même s'il y a de l'automatisation, quand vous appelez pour vouloir avoir de l'aide, après peut-être une demi-heure de faire des options automatiques, si les problèmes sont complexes, vous avez droit à parler avec un humain. Les humains sont quand même les mieux à résoudre des problèmes complexes et sur lesquels il y a besoin d'avoir une sensibilité humaine. Donc, dans les approches STEM, il y a un premier aspect, c'est les types d'activités qui sont proposées. Donc, nous les avait proposé activités techno-créatives. Donc, ce sont des activités dans lesquelles il y a plusieurs manières d'aborder les processus et un espace solution assez large. On essaie que ces activités-là, donc un peu comme l'activité des coraux, donc ça puisse répondre à des problématiques qui dépassent uniquement l'objectif disciplinaire, donc qui puissent venir aussi s'aligner avec des objectifs de développement durable ou d'autres éléments d'une grande complexité, dans lesquels il y a même des controverses et pas une solution idéale parce que par exemple, soit on développe l'activité économique, soit on préserve les volets développement durable. Donc, et dans ces démarches-là, il y a une nécessité de résoudre le problème de manière collaborative, en étant créatif, mais en utilisant également la connaissance de l'informatique, pas uniquement en tant que consommateur, mais en tant que créateur. Donc, comme dans les exemples qui ont été présentés précédemment, dans lesquels, en fait, on va utiliser donc, la programmation, différentes techniques, soit des types Maker, Fab Lab ou des robots pour créer des solutions et des prototypes. Et les tout accompagnés de cette pensée critique dans lesquelles on est en permanence en train de garder en tête quels sont les impacts des usages des technologies qu'on est en train de faire, quel est notre objectif, de quelle manière on peut être les plus inclusifs possible. Donc, je pense que ces projets de type STEAM sont vraiment importants pour pouvoir aussi
intégrer ces différentes disciplines et permettre aux élèves de se dire que la technologie, ce n'est pas uniquement pour la consommer. On peut utiliser pour résoudre des problèmes qui sont d'une grande diversité. Ouais, je voyais quelqu'un justement qui mettait dans le chat, bah, tiens, moi je suis professeur de chimie, je cherche des activités à faire avec l'IA. Et c'est justement là où justement, ben, on voit les STEAM, ben, c'est les sciences, la technologie, l'ingénierie, l'art, les maths. Donc on voit que finalement, ben, on peut compiler tout ça parce que ben, les coraux, ben, ça reste de la biologie, c'est de la science auquel on a greffé finalement de la technologie avec de l'IA. Et donc, ben, il y a vraiment toute cette articulation qui est super intéressante à avoir. Oui, l'interdisciplinarité, c'est ça qui est chouette aussi et ça permet aussi de travailler avec ses collègues sur un projet commun, qu'on soit prof de maths, prof de sciences ou peu importe et ça, je trouve que ce côté collaboratif, co-enseignement, ben Mm. voilà, on l'appelle comme on veut, ça c'est quand même, pour moi le C'est super précieux. ouais. On va revenir maintenant avec un dernier point, de contenu et celui, bah, pour lequel l'intelligence artificielle en 2022 a aussi un peu explosé. On s'est dit: «Super, ça va coder à ma place» et maintenant il y a plein d'applications qui justement aident à coder et via le code, ben, on peut créer plein de petites applications justement comme vous l'avez fait ici. Voilà et là, pour la petite histoire, parce que voilà, comme on est formateur, ben, on se réunit, hein et donc on trouvait sympa aussi de mettre, notre créativité, entre nous parce que voilà, on vient de publics, totalement différents, de mondes différents et donc lors d'une journée de formation en référent IA, donc sur le M7, hein, tout ce qui est automatisation, on s'est dit: «Beh, tiens», en tout cas, moi pour ma part, dans l'enseignement spécialisé, j'utilisais un clavier, phonétique et qui m'est plus permis d'utiliser parce que voilà, vu le prix excessif, voilà et donc on s'est dit: «Beh, tiens, ce serait sympa de créer une petite application qui nous permet de réutiliser, ce clavier». Donc on l'a appelé Phonomo, hein, pour changer, son Voilà. voilà, mais vous le reconnaîtrez, pour ceux qui ont pu l'utiliser. Donc on part vraiment, des sons, donc de tout ce qui est phonétique. Donc l'élève qui ne sait pas écrire peut, ici s'aider de son clavier. Je ne sais pas si on a mis des images, voilà, juste après. Voilà et donc une fois qu'il a écrit son mot, donc par exemple allergique, bah, donc il décompose, hein, selon les sons, Donc, il aura les écrit, phonèmes, il aura voilà. sélectionné le A, A, puis le E, L et c'est puis ça. le E pour allergique. Voilà et donc voilà, il va pouvoir avoir le mot, la définition. Si c'est un verbe, tout au niveau de la conjugaison, on peut aussi donc on est en train donc de prompter, hein, enfin de nous aider du code, pour aller plus loin et plus loin et plus loin et donc voilà, c'est un petit outil qui va permettre à l'élève de pouvoir, comment? Écrire sans faute, et de s'aider justement de ce clavier pour écrire une phrase complète, pouvoir après la copier-coller dans l'outil de son choix, hein, qu'il travaille même sur Notability ou autre. Hein. C'est ça. Donc, ici, bah, j'ai un fils à besoins spécifiques, donc il est dysorthographique et il utilise ce type d'outil et il y avait souvent, un problème, c'est que la plupart du temps, pour les claviers phonétiques, ça nous permet de retrouver le mot, ça nous permet d'avoir l'information, mais quand il doit l'utiliser, parce que lui, il utilise Notability, pour pouvoir prendre ses notes, eh bien, il n'y avait pas la phase où je prends le mot et je vais le remettre dedans et donc ici, j'ai voulu, améliorer l'outil pour qu'il puisse correspondre à ses attentes. Donc, dans l'idée où, quand on va construire, quand on cherche les mots, on peut au fur et à mesure construire sa phrase juste au-dessus. On peut lui-même mettre les majuscules, on peut mettre les points d'interrogation, etc. On peut l'écouter complètement, donc après pour voir si la phrase a du sens, parce qu'il y a certains élèves qui, quand ils conçoivent, mais c'est difficile d'avoir une vue globale, donc ils vont faire mot par mot, mais après on se rend compte qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas, donc ils peuvent aller corriger ces éléments. Et une fois que la phrase leur convient, ils ont un petit bouton copier qu'ils le mettent dans le presse-papier et ils peuvent à ce moment-là le mettre dans leur outil, c'est-à-dire Notability ou Word ou un autre outil qu'ils sont amenés à l'utiliser dans leur aménagement raisonnable. Top. Et alors, ben, tu prends soin aussi, des élèves en cours d'anglais, notamment avec une petite application pour réviser ces verbes irréguliers. Je l'ai testé cet après-midi, ça fonctionne pas mal. Oui, bah, voilà, c'est quelque chose qu'en général, les élèves ont pas mal de difficultés à retenir pour les 3 formes. Donc c'était en formation avec une enseignante d'anglais qui, me faisait part à ce moment-là bah, des difficultés de ses élèves par rapport à ces verbes et puis je lui ai dit: «Mais comment est-ce que tu imaginerais pouvoir pallier? Comment est-ce que tu pourrais
faire un outil, qu'est-ce que tu imaginerais comme outil qui serait utile pour qu'il puisse s'entraîner? Qu'est-ce qu'il faudrait dans cet outil? Et qu'est-ce qui manque par rapport aux outils qui existent déjà? Parce que sinon, tu réinventes la roue et ça ne Mmh. sert à rien. Prenez à ce moment-là un outil qui existe déjà et ne consommez pas pour faire un outil parce que c'est pour dire: «C'est moi qui l'ai fait». Mmh. Voilà. Donc on va éviter, cette idée-là. Donc là, on a affiné par rapport, aux différents éléments, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'elle a pu constater qui manquait auprès de ses élèves pour développer, ce petit outil. Le deuxième à côté, vous avez aussi le lien après, si vous voulez le Mmh. tester. Ça, c'est moi qui l'ai développé et c'est toujours pour, en lien avec, mes petits cocos à besoins spécifiques qui doivent utiliser à ce moment-là, des claviers parce qu'ils sont notamment, dyspraxiques et qu'ils ont des difficultés au niveau de l'écriture et la plupart des choses qu'on retrouve sur internet quand on veut faire de l'apprentissage de la frappe, hem moi, je le rapproche de plus du brocoli enrobé de chocolat. Ouais, d'accord. Donc, en règle générale, vous avez principalement les petites lettres qui Ouais. arrivent, mais il n'y a pas de réel ludique derrière avec de réels défis. Et donc, dans celui-ci, j'ai voulu développer une petite appli où on est vraiment en mode jeu vidéo. Donc, on va devoir lancer des Mmh. sorts, on combat des dragons. Avec la vitesse, si on arrive à taper, notre sort est plus ou moins puissant, plus ou moins plus puissant. Et donc, ça va vraiment, c'est l'idée de prendre plus de Mmh. côté De ludique gamifier, et d'avoir toujours notre partie apprentissage de la frappe, mais avec plus de plaisir et c'est ça. d'entrain que Ouais. juste que les mots qui reviennent tels quels. On apprend quand même beaucoup plus facilement, quand, Ouais. il y a ce petit jeu, derrière. Alors en termes de conseils, bah, le premier, il coule de source, je pense, persévérer parce que le codage, à mon avis, ça peut être très capricieux et ne pas sortir tout ce qu'on veut. Clairement, il faut avoir des bases aussi, se dire: «Voilà, si je me lance tête baissée là-dedans, je vais avoir quelque chose». Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui est un côté sécuritaire quand on met quelque chose sur internet, côté structuration que doit avoir une application. Donc c'est vraiment intéressant aussi de se renseigner, d'apprendre, de voir comment est-ce qu'on crée une architecture, d'une appli pour qu'elle soit, c'est des choses que je vais donner dans les mains des élèves. Donc moi, je voudrais une appli à ce moment-là au niveau des collectes de données, il faut y penser, c'est pas juste le fait qu'elle soit va être jolie. Donc c'est toutes des choses auxquelles il faut quand même se renseigner plus que la partie: «J'ai créé, elle a développé Mmh. et ça fonctionne». Parce que malheureusement, ou heureusement, en tout cas à l'heure actuelle, quand une IA code, c'est assez, moi je dis c'est assez sale. La manière dont elle mélange tous les types de codage, que ce soit du CSS pour pouvoir faire l'apparence, Mmh. avec du JavaScript, avec des éléments. Donc, c'est vraiment pas structuré du tout. Elle mélange le tout et très souvent, on a une perte de sécurité avec si on développe l'outil et on le met sur Internet avec la possibilité de tout un chacun d'aller rechercher les infos dessus. Donc, c'est vraiment important de se renseigner, d'aller plus loin pour appliquer et découvrir en fait Mmh. toutes ces possibilités. Et vous allez voir qu'après, elles deviennent très, très grandes. Eh bien, merci beaucoup pour, ce dernier conseil, Jessica. Voilà, 19h35 tout rond. Beh, on aura tenu, les clous du timing. Merci, beaucoup, de nous avoir suivis. Merci, encore une fois, Jessica, Vanessa et Margarida. Passez une très belle soirée. À bientôt. Bye bye. Au Au revoir. revoir.